Une habitude est un ensemble de pensées, de comportements et d'émotions automatiques, et souvent inconscients, qui sont acquis par la répétition. C'est lorsque vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait le faire mieux que votre esprit. Si l'on y pense, les gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des traces de mémoire dans le cerveau. Chaque souvenir est associé à des personnes, à des objets, et ils sont ancrés dans des mouvements et des lieux spécifiques. Si le cerveau est un registre du passé, alors dès que les individus commencent leur journée, ils sont déjà en train de penser au passé. Chaque souvenir est lié à une émotion qui est le résultat d'expériences passées. Par conséquent, en se remémorant leurs problèmes, ils peuvent se sentir subitement malheureux, tristes ou souffrants. La manière dont vous pensez et ressentez détermine votre état d'être. Par conséquent, l'état d'esprit de quelqu'un qui commence sa journée est souvent solidement ancré dans le passé. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que le passé familier deviendra probablement un futur prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont un lien avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, alors vos sentiments sont devenus un moyen de penser par la force des émotions. Vous pensez au passé et, très probablement, vous allez continuer à recréer la même vie. Les gens prennent alors leur téléphone portable, vérifient leur WhatsApp, leur SMS, leurs emails, Facebook, prennent une photo de leurs pieds et la publient sur Facebook, tweetent quelque chose, vont sur Instagram, consultent les actualités et se sentent vraiment connectés à tout ce qui leur est familier. Ensuite, ils s'engagent dans une série de comportements routiniers. Ils se lèvent du même côté du lit, vont aux toilettes, prennent un café, se douchent, s'habillent, prennent la même route pour aller au travail, font les mêmes choses, voient les mêmes personnes qui déclenchent les mêmes réactions émotionnelles. Et cette routine devient comme un programme qui se répète. Les individus perdent souvent leur libre arbitre au profit d'un programme, sans qu'une force extérieure ne les y oblige. Lorsqu'il est temps de changer, la redondance de leur cycle quotidien devient un programme subconscient. À l'âge de 35 ans, 95% de ce que nous sommes se compose de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles conditionnées, d'habitudes inconscientes, d'attitudes intégrées, de croyances et de perceptions qui opèrent comme un programme informatique. Alors, comment entamer un changement? Il est essentiel de dépasser l'esprit analytique, qui est ce qui distingue l'esprit conscient de l'esprit subconscient. C'est dans ce contexte que la méditation prend toute son importance. Elle peut enseigner aux gens à modifier et ralentir leurs ondes cérébrales par la pratique. Lorsqu'ils réussissent, ils accèdent au système opératif de leur psyché, où des changements significatifs sont possibles. Beaucoup attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic pour initier un changement. Ils attendent une perte ou une tragédie comme catalyseur de leur transformation. Mon message est le suivant. Pourquoi attendre? Il est possible d'apprendre et de changer dans la douleur et la souffrance, mais aussi dans la joie et l'inspiration. À l'heure actuelle, ce qui est remarquable, c'est que les gens commencent à s'éveiller à cette réalité. En étudiant les traumatismes, j'ai découvert des éléments fondamentaux pour comprendre leur impact considérable. Vous avez évoqué la manière dont les gens vivent un événement traumatisant et tendent à le revivre, créant ainsi un cycle perpétuant l'effet du trauma. Quelle en est la raison? Pourquoi est-il si difficile de surmonter les traumatismes? La réaction émotionnelle intense à un événement crée un souvenir marquant dans le cerveau. Lorsqu'on y prête une grande attention, le cerveau capte l'instant et forge un souvenir à long terme, particulièrement si l'expérience est chargée émotionnellement. Ainsi, les individus se retrouvent à penser dans les termes neurologiques de cette expérience et à ressentir des émotions associées à celle-ci. Lorsqu'on réagit émotionnellement à quelque chose, beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas maîtriser leur réponse émotionnelle. Pourtant, si on laisse cette réaction, que l'on appelle période réfractaire, durer des heures ou des jours, elle se transforme en humeur. Si quelqu'un me dit « je suis de mauvaise humeur » et que la raison est un événement survenu il y a 5 jours, cela montre la persistance de la réaction émotionnelle. Quand cette réaction se prolonge pendant des semaines ou des mois, on parle alors de tempérament. Pourquoi est-il si amer? Demandons-lui. Pourquoi cette amertume? C'est à cause de ce qui s'est passé il y a 9 mois. Et si cette réaction dure des années, elle devient un trait de caractère. C'est en apprenant à réduire la période réfractaire de nos réactions émotionnelles que le travail de changement peut commencer. Les gens s'accrochent à leurs souvenirs douloureux parce que les hormones de stress, qui sont les messagers des émotions liées à la survie, leur signalent de se tenir prêts à revivre des expériences similaires. Il apparaît que la plupart des gens passent environ 70% de leur vie dans un état de survie et de stress, anticipant le pire en fonction d'expériences passées et se coupant ainsi des possibilités infinies qu'offre l'univers. Ils imaginent le pire scénario possible, le ressentent émotionnellement avec crainte et conditionnent leur corps à ressentir la peur.
À force de répétition, le corps peut expérimenter des crises de panique indépendamment de la volonté consciente de l'individu, car il a été programmé à réagir de manière subconsciente. En interrogeant une personne sur les raisons de son comportement, elle pourrait attribuer sa manière d'être à un événement survenu il y a de nombreuses années. Cela indique, d'un point de vue biologique, qu'elle est restée dans un état émotionnel figé depuis cet événement. Les émotions fortes associées à cet événement ont donné une impulsion d'énergie au corps et au cerveau. De ce fait, il est courant que les gens deviennent dépendants de ces émotions et ils utilisent souvent les problèmes de leur vie pour nourrir et justifier leurs limitations, afin de ressentir une forme de continuité. Lorsqu'une personne est appelée à changer, si elle continue de revivre mentalement l'événement, elle régénère la même chimie dans son cerveau et son corps que celle produite lors de l'événement réel. Elle active les mêmes circuits neuronaux et envoie les mêmes signaux émotionnels au corps. L'impact de ce phénomène est significatif, car le corps, ne distinguant pas entre une émotion générée par un événement réel et celle créée par la pensée, vit dans un état de réaction continue, comme si l'événement était en train de se reproduire sans cesse. Ainsi, le cycle de pensée influencé par des émotions passées crée de nouvelles pensées similaires, qui à leur tour génèrent les mêmes émotions. Cela place l'individu dans un état perpétuel du passé. Le défi du changement réside dans la capacité à ne pas répéter les choix du passé. Lorsque l'on prend la décision de choisir différemment, on doit s'attendre à se sentir inconfortable. Ce malaise est dû à la résistance contre les schémas neuronaux bien établis qui s'activent automatiquement. Une pensée génère une émotion spécifique. Une pensée anxiogène entraînera de l'anxiété, et cette anxiété encouragera le cerveau à produire davantage de pensées anxiogènes, renforçant ainsi le cycle. Ce cycle répétitif finit par conditionner le corps à devenir comme un esprit en lui-même. Il réagit de manière autonome, en dehors de notre volonté consciente, ce qui démontre la profondeur de l'enracinement de ces schémas émotionnels et cognitifs. Lorsque vient le moment de changer, l'individu plonge dans la dynamique du changement et choisit une nouvelle voie, ce qui le fait se sentir différent. Son corps, habitué à une certaine routine émotionnelle pendant des années, se retrouve soudainement dans un territoire inconnu. Le confort de l'ancienne routine émotionnelle pousse le corps à résister et à tenter de revenir à des états émotionnels familiers. Le corps commence alors à exercer son influence sur l'esprit, générant des pensées telles que « tu ne changeras jamais, cela ne va pas marcher » ou « cela ne sert à rien d'essayer ». Si l'individu accepte ces pensées comme des vérités, il tombe dans le cycle habituel des mêmes choix, comportements, expériences et émotions, renforçant ainsi la boucle de l'habitude. Concernant la notion que le corps devient l'esprit inconscient, voici ce que cela signifie. Votre corps agit comme un enregistrement des émotions et des réactions passées. Quand vous imaginez un scénario négatif et ressentez des émotions associées, votre corps ne différencie pas si l'événement se produit réellement dans le monde extérieur ou s'il est généré par vos pensées. Votre réaction physiologique est la même. Ainsi, les gens réaffirment constamment leur état émotionnel passé. Lorsqu'il s'agit d'abandonner ces émotions habituelles, bien qu'il puisse avoir la volonté consciente de changer, le corps a souvent plus de pouvoir parce qu'il a été conditionné à ressentir et à réagir d'une certaine manière. Le corps, qui était auparavant le serviteur de l'esprit, devient le maître, dirigeant les réponses et les comportements de la personne. Lorsqu'ils font face à l'inconnu, beaucoup préfèrent revenir à des émotions familières telles que la culpabilité ou la douleur parce qu'elles sont prévisibles. L'inconnu est effrayant pour la plupart des gens en raison de son imprévisibilité. Vous savez, les gens disent souvent qu'ils ne peuvent pas prédire leur avenir car ils sont confrontés à l'inconnu. Et je leur réponds que la meilleure manière de prévoir son avenir est de le créer activement, non pas en se basant sur le connu, mais en explorant l'inconnu. Quelles sont les nouvelles pensées que vous souhaitez encourager? Quel comportement souhaitez-vous adopter au quotidien? Si vous fermez les yeux et visualisez mentalement une action avec une présence d'esprit totale, votre cerveau ne distingue pas entre ce que vous imaginez et ce que vous expérimentez dans la réalité tridimensionnelle. En pratiquant cette visualisation, vous commencez à créer le substrat neurologique dans votre cerveau, comme si l'événement avait déjà eu lieu. Votre cerveau devient alors une projection de l'avenir, pas seulement un reflet du passé. Si vous persistez, la structure mentale ainsi créée peut transformer vos pensées en comportements, et peut-être commencerez-vous à agir comme quelqu'un qui est véritablement heureux. Le vrai défi est de conditionner notre corps à ressentir émotionnellement que l'avenir sera différent du passé, malgré les expériences actuelles. Cela signifie que vous ne devriez pas attendre de réussir pour vous sentir accompli, ou d'être riche pour vous sentir abondant, ou d'être en relation pour vous sentir aimé, ou encore d'être guéri pour vous sentir entier. C'est un vieux schéma de pensée,
où nous attendons qu'un changement extérieur affecte notre état intérieur. Dans ce modèle, nous réagissons aux circonstances au lieu de les créer. Mais dans ce que j'appelle le monde newtonien, que beaucoup habitent pour toute leur vie, les choses sont prédictibles et basées sur la cause et l'effet. On attend un changement externe pour ressentir un manque ou un besoin interne. En revanche, dans le modèle quantique de la réalité, c'est l'inverse. C'est en cultivant en soi un sentiment d'abondance et de valeur que l'on attire la richesse. En se sentant puissant, on commence à créer son propre succès. Quand vous commencez à vous sentir complet, votre guérison commence. En aimant vous-même et la vie entièrement, vous attirez des partenaires de vie qui sont à votre mesure, vous causez un effet positif. C'est la différence entre se percevoir comme une victime des circonstances et reconnaître que vous êtes le créateur de votre monde. Au lieu de dire « je suis comme ça à cause de cette personne ou expérience, elles ont influencé mes pensées et émotions », vous commencez à affirmer « mes pensées et émotions influencent activement ma vie ». Cela représente un changement radical, nourrissant la croyance que nous sommes les architectes de notre réalité. Alors, comment échapper à ce cycle pernicieux où les émotions négatives semblent contrôler notre vie, provoquant une réaction chimique qui habitue notre corps à se sentir d'une certaine manière, renforçant la probabilité de répéter ce schéma? Ce cycle devient inconscient. La question cruciale est, est-ce que ce sont vos pensées qui créent votre environnement ou votre environnement qui crée vos pensées? Pour transformer cet état de fait, il faut pratiquer un mécanisme comme la visualisation, qui vous donne du pouvoir, vous place dans un état d'esprit différent et vous connecte avec votre futur moi. La méditation peut être l'outil pour cela. Si le matin vous vous levez sans être guidé par une vision du futur, vous restez ancré dans les vieux schémas du passé et devenez prévisible. En rencontrant les mêmes personnes, en visitant les mêmes lieux, en répétant les mêmes actions, ce n'est plus votre personnalité qui façonne votre réalité personnelle, mais votre réalité qui forme votre personnalité. Votre environnement influence insidieusement votre façon de penser et de ressentir, car chaque individu, objet, lieu ou événement est associé à des circuits neuronaux dans votre cerveau. Chaque expérience et interaction émotionnelle avec une personne renforce un circuit spécifique. Ainsi, certaines personnes s'appuient sur leurs patrons pour alimenter leur tendance au jugement, sur leurs ennemis pour nourrir leur haine ou sur leurs amis pour perpétuer leur souffrance. Ils dépendent donc de stimuli extérieurs pour ressentir quelque chose. Pour transformer notre état intérieur, nous devons transcender notre environnement et les conditions de notre monde, qui peuvent être incroyablement attirants. La méditation se présente alors comme un outil essentiel. Pourquoi? Asseyons-nous, fermons les yeux et coupons-nous de notre environnement. Moins vous êtes stimulé par ce que vous voyez, moins votre cerveau est actif. Si vous écoutez une musique apaisante ou si vous utilisez des bouchons d'oreilles, votre cerveau sera moins sollicité par les stimuli sensoriels, favorisant la déconnexion de l'environnement. Si vous pouvez immobiliser votre corps et lui imposer de rester en place, comme on le ferait avec un animal, en lui promettant une récompense après, telle que la nourriture, la possibilité de se lever, de vérifier les emails ou d'envoyer des messages, alors pour l'instant, il doit rester assis et se soumettre. Quand vous réussissez à ne rien manger, ne rien sentir, ne rien goûter, ne rien expérimenter et ne rien ressentir, vous convenez qu'à ce moment, vous êtes essentiellement défini par une pensée, n'est-ce pas? Alors, quand votre corps aspire à retrouver ses habitudes émotionnelles du passé et que vous remarquez que votre attention dérive vers ces émotions, sachant que là où vous mettez votre attention, vous placez votre énergie, vous siphonnez votre énergie du présent vers le passé. En prenant conscience de cela, vous ramenez votre attention et votre corps dans le moment présent. Par exemple, si à 8 heures du matin vous ressentez habituellement de la colère parce que vous êtes coincé dans les embouteillages et maintenant vous êtes assis en méditant, votre corps réclame cet état émotionnel prévisible. Ou à 11 heures, lorsque vient le temps habituel de consulter vos emails et de juger les autres, votre corps commence à rechercher cette même réaction chimique. Chaque prise de conscience, chaque instant où vous notez cette envie de votre corps pour des émotions habituelles et que vous le recentrez sur le présent, constitue une affirmation. C'est vous et non le corps qui est en contrôle. Ainsi, votre volonté commence à surpasser les vieux programmes. En répétant ce processus, tout comme on dresse un cheval ou un chien, votre corps apprendra finalement à se soumettre. Il comprendra « je dois me poser ». Et lorsque cela arrive, le corps cesse de diriger, il se soumet et vous, en tant qu'esprit, prenez les commandes. Lorsque le corps se rend complètement, il y a une libération d'énergie. Nous passons de l'état de particule à celui d'onde, de la matière à l'énergie. Nous nous détachons des liens de ces émotions qui nous enchaînent à un passé réconfortant mais limitant. Nous l'avons observé des milliers de fois.
De nos jours, nous pouvons même le prévoir à l'aide d'analyses par imagerie cérébrale. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.